Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Zandvoort, le fichier de la honte. L'histoire du plus grand réseau pédophile, jamais découvert et bien entendu, à ce jour, jamais jugé. L'homme qui a récupéré le CD-ROM de Zandvoort s'appelle Marcel Vervlossem, un citoyen belge à la tête d'une petite association. Avec un incroyable culot, il n'hésite pas à interpeller les pédocriminels qu'il a cherchés parfois pendant des mois. On peut comprendre que Marcel Vervlossem soit très vite devenu gênant, d'autant qu'à chaque fois, il apporte des preuves. Il révèle une réalité effrayante. Des gens qui travaillent à la réalisation d'un catalogue d'enfants, en lien avec des studios de photographie spécialisés dans la pornographie. Derrière des disparitions d'enfants se profile la réalité d'un réseau et d'étranges protections. Marcel Vervlossem va remettre le premier CD-ROM à la police néerlandaise qui va en tirer un fichier de portrait. Puis, il rentre en Belgique et après avoir pris soin d'en faire une copie pour son association, il en remet une autre à la police belge. Marcel espérait que la justice allait enquêter sur ce réseau Zandvoort. Cruelle illusion. Non seulement l'affaire Zandvoort va être enterrée, mais la justice va le harceler et finir par le condamner. Le dossier Zandvoort est enterré en Belgique, mais voilà qu'il réapparaît en France. C'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. Le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et même à la Banque mondiale. Sans intérêt pour la justice. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talek, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. Un procureur de la République du parquet des mineurs est capable de dire que des parents
ont droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. En 2003, la juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. À ces 81 personnes, à un moment, on a dit, il y a non-lieu. C'est 81 non-lieux dans un seul. Du point de vue du droit, c'est extraordinaire. Et certains de ces enfants ont été du coup rendus aux parents ou à la personne qui en a eu la garde, dont il parlait comme leur abuseur. Alors qu'il a dénoncé plusieurs réseaux et permis l'arrestation de pédocriminels, à l'âge de 55 ans, c'est lui, Marcel Vervlossen, qui se retrouve condamné à 3 ans et demi de prison par la Cour d'appel d'Anvers en février 2008 pour des viols d'enfants et, ironie de l'histoire, détention d'images pornographiques. Il y a un inversement des rôles où les témoins sont accusés des crimes qu'ils reprochent. J'avais une première fille qui est ici présente, donc la première victime en fait, lorsque j'ai rencontré mon compagnon, elle n'avait que 4 ans, c'est 3 ans et demi à peu près. J'ai fait le choix, moi, d'entendre la justice et de penser qu'elle n'était pas victime et que tout ceci n'existait pas. Donc j'ai fait 2 autres enfants à cet homme-là, un garçon, une fille. Et une petite fille avait encore sa nouvelle joie parce qu'elle allait subir exactement les mêmes faits que sa sœur aînée. Voilà. Je douche ma fille, je la sors, je la mets dans sa chambre, je lui tourne le dos pour prendre un pyjama dans son armoire. Et là, je la vois commettre un acte assez surprenant où elle essayait elle tentait pour moi d'introduire un doigt dans son sexe. Et elle me dit, mais c'est papa qui fait ça. Donc là, je prenais la claque de ma vie. Ça faisait 7 ans que j'étais dans l'ignorance, 7 ans que j'avais cru la justice, que j'avais cru les services sociaux, que j'avais cru les services de gendarmerie. Sur ces faits avec son petit frère qui me dit, mais oui, c'est vrai, moi je l'ai vu faire. Ben, je demande le divorce, j'essaye de porter plainte au plus vite, et là, on m'empêche de porter plainte dans les temps. Donc le divorce prend le dessus. Donc, comme beaucoup de cas vous entendrez dans les journaux, ben, c'est une séparation conflictuelle, le parent invente ceci pour avoir ses enfants. J'ai été menacée par un magistrat qui a été JAF successivement dans mon histoire, puis JE. Il faut savoir qu'un magistrat ne doit tenir qu'une seule et unique position dans les affaires. Là non, elle a eu les deux, et elle m'a menacée verbalement. Elle a eu 4 fois des classements sans suite dans 4 départements différents. Donc j'ai été jugée, moi, pour non-représentation d'enfants, à 12 mois de prison, dont un ferme, alors que j'en ai fait 2. Nous avons été menacés de mort par cet homme-là, par sa famille, par sa nouvelle compagne, parce que nous avions dénoncé les faits. J'ai fait intervenir la gendarmerie, j'ai écrit à tous les magistrats concernés par notre affaire, que ce soit des JAF, des JE, etc. Personne n'a réagi. Et on m'a reproché d'avoir déscolarisé mes enfants, de les avoir désocialisés, de les avoir séquestrés, sans aucune preuve matérielle, aucune. Aussitôt qu'on me les a enlevés, j'étais une mauvaise mère, bonne à renfermer, qui devrait prendre des médicaments, qui devrait être suivie régulièrement. Et le 21 juin, donc, ce que disait Jacques, c'est qu'on m'octroie 2 heures mensuelles de les voir, et enfin, on les confie au bourreau. Voilà. Et très honnêtement, j'essaie de continuer à tenir le coup et d'essayer de les sortir de là, mais je n'y crois plus vraiment. Je me suis inscrite en faculté de droit, j'ai 42 ans, et j'espère pouvoir trouver le filon, voilà. Parce que les associations, ça marche pas. Les services sociaux, ça marche pas. La gendarmerie, la police, ça marche pas. Le ministre, ça marche pas non plus. Là. J'ai quitté le territoire français en 2001, en mars 2001. Est-ce que je perds depuis 1997 toutes les procédures sur Bordeaux, donc par de fortes pressions en mars, samedi mars 2001, et par des menaces, j'ai quitté la France avec mon enfant pour le protéger.
J'avais demandé à l'ONU par écrit en 1998 de diligenter des rapporteurs sur tout le territoire français. Donc je le paye très cher. Je me fais même insulter sur le territoire français après avoir reçu tout un tas de menaces et des menaces de mort. Voici les permis. Je ne vais pas présenter tout. Les 2 permis, un pour mon enfant, un pour moi, d'asile politique suisse. Chimiothérapie, vous avez un cancer? Je n'ai pas de cancer. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie en ce cas? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. J'ai eu un traitement, ce ne sont plus des médecins, ce sont des nazis pour moi. Nous avons fait la démonstration dans nos travaux précédents de la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France et en Europe. Donc c'est pas que nous qui avons dénoncé ça, c'est déjà un rapporteur de l'ONU qui l'a dit aussi. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Nioul? L'hypothèse d'un réseau est au cœur de l'enquête. Et que fait le juge d'instruction, le juge Conroth? Il va avoir une idée qui n'a pas souvent cours. Il va lancer un appel à témoins à toute la Belgique. Et il va recevoir des tas de coups de fil. Et là, la Belgique commence à trembler. Je ne parle pas du peuple qui trouve que c'est une bonne initiative que de se poser cette question, vu le nombre de victimes, mais je parle des autorités. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. La clé du procès, c'est lui, Michel Nioul, l'organisateur des parties fines de la bonne société belge. Michel Nioul peut être le lien entre Dutroux et le réseau. Mais Nioul, qui ne cache pas ses hautes relations, arrive libre au procès. Visiblement pas du tout inquiet sur son sort. Michel Nioul est reconnu coupable d'être le chef d'une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogue et d'êtres humains. En revanche, il a été acquitté pour les enlèvements d'enfants.
Jadis, il y a eu une histoire qui s'appelait les balais roses. L'aide de camp du général de Gaulle convoquait des adolescentes dans un pavillon de chasse et organisait des partouzes. Ça a défrayé la chronique, mais curieusement, la presse à l'époque n'en a pas beaucoup parlé. On a mis tout sur le dos du recruteur, qui était une espèce de Mac, et finalement, les hommes politiques s'en sont sortis, personne n'a été condamné. Aujourd'hui, nous sommes devant une recrudescence de la pédophilie sur les enfants. Les balais roses, c'était des petites jeunes filles, c'était déjà pas bien. Mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole pendant des espèces de réunions, et non pas par un sadique, un malheureux malade forcené qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants parce qu'ils sont obligés d'acheter ces enfants pour une soirée, par conséquent de donner de l'argent ou aux parents ou aux recruteurs. On a réformé la police, on a donné un peu plus de place aux victimes, mais les pédophiles, eux, bénéficient toujours de protection, tout simplement parce qu'ils font partie du pouvoir et que ce sont eux qui orientent la justice. Sinon, comment expliquer que l'on ait refusé d'analyser les centaines de traces génétiques, les cheveux, les poils retrouvés dans la cage de Marcinelle où furent séquestrées les petites victimes de Dutroux? Comment expliquer que des cassettes édifiantes furent perdues? Comment expliquer que ceux qui tentent de rechercher la vérité soient poursuivis, qu'on tente de les faire taire ou pire qu'ils meurent accidentellement? Les faits qui me sont reprochés devant la justice sont tout simplement ridicules. Depuis quand un élu n'a-t-il plus le droit de poser des questions sur une affaire judiciaire rangée aux oubliettes? Depuis quand un député ne peut-il plus utiliser des pièces qui démontrent que la vérité judiciaire ne correspond pas à la réalité? Depuis quand un parlementaire doit-il se taire de peur d'être poursuivi? Jamais dans l'histoire de notre pays, un député n'a dû subir ce que je subis actuellement, des perquisitions, plus de 15 personnes dans mon domicile, pire que pour un terroriste, la censure de mon site personnel, mais aussi la censure du site de mon parti, une campagne de presse commandée par mes opposants politiques, et maintenant, une expertise psychiatrique. Et oui, c'est nouveau maintenant. Quand on vous soupçonne de recel ou de diffamation, eh bien on vous soumet une expertise psychiatrique. Dans les chiffres que j'ai, et bien sûr toutes ces personnes qui ont été touchées par des actes pédophiles, il n'y a que 1,5% de personnes qui ont été condamnées. 1,5% de personnes qui ont été condamnées. Les autres sont classés, les plaintes sont sans suite, ce sont des non-lieux, ou alors ils sont déqualifiés en agression ou en atteinte sexuelle et sont correctionnalisés. Elles ne vont pas aux assises. Dans environ, on va dire, 50% des cas d'agresseurs sexuels, on retrouve dans leurs antécédents le fait d'avoir eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Il est primordial de prendre en charge les petites victimes d'aujourd'hui, de les écouter. Or, en France, rien n'est fait pour elles. Un certain pourcentage de ces victimes laissées à l'abandon deviendront les prédateurs dans quelques décennies. J'ai compris que j'avais été violé par un membre de ma famille. Comme s'il existait un tiroir dans lequel le petit enfant que j'étais avait caché tout ça là-dedans et qu'il avait fallu attendre jusqu'à l'âge de 30 ans pour que ça puisse sortir. Celui qui a été violé par des pédophiles se rend compte qu'il a été violé que bien au-delà de la date où les méfaits sont produits. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine amnésie qui se produit. Toute situation
en lien avec les violences est susceptible de rallumer cette mémoire traumatique. Donc ça peut être une date, ça peut être un lieu, ça peut être une sensation, ça peut être voire une violence qui va rallumer cette mémoire traumatique et qui va faire revivre dans l'événement en l'état. C'est-à-dire qu'on le revit comme on était au moment du traumatisme. Comment réussir à prouver, au bout de tant de temps de passé, un acte pédophile quand il n'y a plus aucune trace? C'est la parole de la victime contre la parole du bourreau.